Le droit assure-t-il une protection efficace du patrimoine culturel? On fait le point avec mon invité, Charlotte Dubois, professeure à l'université Paris-Panthéon-Assas. Charlotte Dubois, bonjour. Bonjour Arnaud. On va voir ensemble si le droit protège efficacement le patrimoine culturel. Pour commencer, j'ai envie de vous poser comme première question, comment vous pouvez illustrer les principales atteintes actuelles au patrimoine culturel français et ce qu'elles révèlent de notre système de protection. Alors effectivement Arnaud, les atteintes au patrimoine culturel sont nombreuses et elles sont protéiformes. Vous voyez, elles peuvent prendre la forme de vol, de destruction ou même de simple dégradation. Alors bien sûr, le premier exemple qui nous vient à l'esprit, c'est celui du cambriolage du Louvre. Bien sûr. Mais il y a d'autres faits qui sont passés un petit peu plus en dessous des radars. Et je pense ici à la cloche du beffroi de Bouc-Bel-Air. Vous voyez, c'est une ville au nord de Marseille. Cette cloche datait du XVIIIe siècle. Elle a été volée pour être fondue et vendue au prix du métal, donc 1 500 € pour cette cloche du XVIIIe siècle. Parfois, les atteintes au patrimoine culturel sont purement gratuites. Et ici, je pense aux Gilets jaunes qui avaient saccagé l'Arc de Triomphe. Elles peuvent également être involontaires. L'incendie de Notre-Dame, là encore, qui nous avait tous traumatisés. Et enfin, on fait face aujourd'hui à un nouveau type de délinquance, qui est le fait de militants écologiques qui, afin d'attirer l'attention sur l'urgence climatique, s'en prennent aux œuvres d'art. On sait que la Joconde a été visée par des jets de soupe, mais aussi des tableaux de Monet, comme les Coquelicots ou le Printemps, ont été pris pour cible. Et face à toutes ces atteintes, alors de gravité inégale bien sûr, et de nature très différentes les unes des autres, on a le sentiment que le droit, que ce soit le droit pénal ou la responsabilité civile, n'est pas suffisamment armé pour y répondre. Alors justement, on va voir comment le droit pénal et la responsabilité civile répondent à ces atteintes au patrimoine culturel. Tout d'abord, on va s'intéresser à la réponse pénale. Comment le droit pénal répond-il aujourd'hui à ces atteintes, aussi bien dans les textes que dans la jurisprudence? Alors oui, vous avez raison, il faut distinguer la loi pénale et le juge pénal. Alors la loi pénale, pour ce qui nous intéresse, c'est le code pénal. Et le code pénal prévoit pour certaines infractions des circonstances aggravantes. Vous voyez, la destruction du bien d'autrui est une infraction, et si jamais le bien détruit est culturel, alors la peine encourue est plus élevée. De même pour le vol. Le vol simple fait encourir 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Mais si le bien soustrait est un bien culturel, alors les peines sont beaucoup plus graves. Elles sont portées à 7 ans d'emprisonnement et de mémoire, je crois que c'est 100 000 € d'amende. Mais alors, vous voyez, finalement, en même temps, si on raisonne par l'exemple, si on prend le cambriolage du Louvre, forcément, il y avait cette circonstance aggravante de la nature culturelle du bien, mais d'autres circonstances aggravantes ont également vocation à jouer. La bande organisée ou, pire encore, l'usage d'une arme, puisque une disqueuse avait été utilisée comme arme par destination. Et voyez, en raison du vol par usage d'une arme, la qualification bascule en qualification criminelle. Et donc, finalement, le fait que le bien dérobé soit un bien culturel est comme absorbé par cette qualification criminelle. Il n'y a pas de suraggravation dans une telle hypothèse en raison de la nature culturelle du bien. Alors, pour le juge pénal, à présent, c'était le deuxième volet de votre question. Alors, le juge pénal, le contentieux qui aujourd'hui attire l'attention, c'est celui de la délinquance militante. Et aujourd'hui, le juge effectue une balance des intérêts protégés, un contrôle de proportionnalité. Comment concrètement? Alors concrètement, il va mettre en balance en fait le fait d'incriminer les faits avec les droits fondamentaux, la liberté d'expression sous la pression de la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour un exemple très concret, dans l'affaire des coquelicots de Monet, donc qui avait été pris pour cible par une militante, eh bien cette affaire s'est soldée il y a un an, presque jour pour jour, par une relaxe de cette militante au nom de ses droits fondamentaux, de la liberté d'expression. Alors, on a vu le volet pénal, on va s'intéresser à la responsabilité Mhm. civile. Pourquoi la responsabilité civile est-elle insuffisante pour réparer un préjudice culturel? Alors, la responsabilité civile n'est pas davantage armée, peut-être encore moins bien, puisque lorsqu'un dommage culturel est réalisé, on va apprécier le quantum des dommages et intérêts au regard de la gravité du dommage matériel qui a été réalisé. Là encore, si vous me permettez, je raisonnerai par l'exemple.
Un gilet jaune, lors des débordements dont on se souvient, avec une barre de fer, s'en était pris à la stèle du maréchal Juin, qui est place d'Italie, et avait totalement détruit cette stèle. Il a été condamné, il a été poursuivi, condamné, et donc pénalement, mais également civilement. Et sur le terrain de la responsabilité délictuelle, il a été condamné à payer 72 000 euros, qui correspondent en fait au devis présenté par la mairie de Paris pour réparer cette stèle. Mais vous voyez, il s'en serait pris un abribus, et bien de la même façon, ça aurait été un bel abribus pour ce montant, mais de la même façon, on aurait apprécié le quantum des dommages et intérêts au regard des dégâts matériels causés, et donc indépendamment de la dimension culturelle et historique du bien détruit. D'accord. Alors du coup, on a vu le volet pénal, la responsabilité civile. Quel est le modèle le plus pertinent justement pour réparer les atteintes au patrimoine culturel? Alors pour moi, le modèle le plus pertinent, c'est le modèle du dommage écologique. Alors D'accord. pourquoi? Parce qu'en responsabilité civile, le préjudice réparable doit être un préjudice personnel, donc subi par une personne. Il y a une exception, c'est le dommage écologique, qui avait été créé par le juge à l'occasion du naufrage de l'Erika, qui a été introduit dans le Code civil à l'occasion d'une loi de 2016. Et vous voyez, en l'espèce, on va réparer le dommage à la nature directement. Il n'y a pas de réparation qui transite par un patrimoine individuel. C'est la nature pour elle-même, en elle-même. Eh bien, sur le même modèle, je préconise la création d'un préjudice culturel pur, la réparation à la culture, pour la culture elle-même, avec des points de convergence évidents entre nature et culture, puisque les deux préjudices sont des préjudices graves, ils ont une dimension collective, une dimension morale, parfois transgénérationnelle, éventuellement irrémédiable lorsque le bien est détruit ou l'espèce anéantie. Alors si le préjudice culturel tel que vous venez de le décrire était reconnu, qui pourrait agir et à qui profiterait l'indemnisation? Alors oui, si mes rêves devenaient réalité, si ce préjudice voyait un jour le jour, eh bien, c'est tout son régime qu'il resterait à définir. Et on pourrait prendre exemple, encore une fois, sur le préjudice écologique. L'État peut agir, mais également ses démembrements, des offices, des institutions qui ont pour vocation la préservation de la nature, donc ici ce serait de la culture, mais également des associations à charge pour elles d'utiliser les dommages et intérêts pour la préservation du patrimoine culturel. Et pourquoi pas la création d'un fonds d'indemnisation dédié qui serait largement abondé au regard de la multiplication des atteintes au patrimoine culturel. Pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il faudrait pour bâtir ce cadre juridique du préjudice culturel? Alors dans l'idéal, il faudrait une loi, mais on a vu que pour le dommage écologique, le juge a franchi le pas de sa propre initiative. Mais effectivement, une loi pourrait venir consacrer ce dommage culturel, mais resterait au législateur de définir le périmètre de ce dommage. Vous voyez, est-ce que ce serait seulement les destructions ou les dégradations pourraient-elles entrer dans le champ de ce dommage? Vous voyez, par exemple, la liberté guidant le peuple de Delacroix avait été taguée par une visiteuse. Est-ce que dans une telle hypothèse, même si on a pu restaurer le bien, on a pu le nettoyer, et on retrouvait finalement l'original, est-ce qu'il n'y a quand même pas une atteinte à ce dommage collectif? Donc il y aurait un gros travail de la part du législateur pour définir ce préjudice. Voilà. Tout à fait. Et que le juge pourrait ensuite, je dirais, aller au-delà du travail du législateur. Pourquoi pas pour le aller compléter, le compléter. préciser, effectivement. On va conclure là-dessus. Merci Charlotte Dubois. Je rappelle que vous êtes professeure à l'université Panthéon Paris-Assas. Merci beaucoup Arnaud pour votre invitation. Merci Charles et Paul et Stéphanie en régie. Merci à vous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À bientôt sur Be Smart for Change.